Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai encore le grand sourire en pleine face parce que tout à l'heure, vous savez que moi, je finis l'émission de Benoît en compagnie de Benoît, puis je commence ma propre émission, évidemment, en ma compagnie, mais pas juste moi, en compagnie de Cybèle Olivier. Ça te fait rire, hein? Ben oui. Je commence Ben, mon bon. émission avec en sa compagnie propre de moi-même. Une chance que t'es là pour animer ton émission. Ben, tu sais, des fois, j'arrive très en retard. Mais quand même, je suis toujours là quand il faut. Bonjour, Cybèle. Salut, Sophie. Alors, tout à l'heure, j'ai fait un petit quiz avec Benoît et une partie de l'équipe. Stéphanie Villeneuve aussi était là, puis elle répondait à mes questions. En fait, j'ai imaginé un quiz parce qu'on sait que Mark Carney, qui est premier ministre du Canada en ce moment, a fait une publicité avec l'acteur canadien Mike Myers, où il lui pose plein de questions pour voir si c'est un vrai Canadien. Tu sais, quand je dis « The Tragically », t'es censé répondre « Hip » parce que c'est un groupe canadien hyper connu. Fait que moi, je me suis dit, si jamais, à un moment donné, on finit par recevoir Mark Carney en entrevue, ben, il faudrait lui faire passer un quiz, parce que dans son quiz à Mike Myers, il n'y avait aucune question qui avait à voir avec le Québec. Fait que j'ai fait un quiz avec Benoît tout à l'heure. Il y a eu quasiment toutes les réponses, mais toi, t'étais en régie. Fait que regarde, je vais t'en faire une couple de questions. Oh non! Bon, ben si je te dis les cowboys, qu'est-ce que tu réponds? Bon, on est 6 millions. Non. C'est ça, c'était une publicité de bière, mais Hugo Veilleux, il connaît ça. On est 6 millions, faut se parler. Steak blé d'Inde. Patate. La dureté. Je sais pas. Du mental, c'est dans les boys. Ah, mon Dieu, on a la petite musique de quiz. J'ai eu la bonne réponse. Ils l'ont l'affaire. Les Américains, ça, c'est dans Elvis Gratton. Eh là là, faudra rester ça de suite, ce quiz-là. Puis, on va juste une autre. T'as mis de la brume? Dans le toupette. Dans mes lunettes. Dans mes lunettes, oui, là, il dit c'est dans en Ginette. Puis, tiens, j'en ai une autre. J'ai de la misère. Au calvaire. Bon, parfait. Parfait. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes les questions du quiz et je vais les mettre sur mes médias sociaux. Vous allez pouvoir, vous tous, participer au quiz. Par contre, le danger, c'est que Mark Carney, à un moment donné, tombe sur ma page Facebook parce qu'il doit être un assidu lecteur de mes chroniques. Sûr. Et donc, il va connaître toutes les réponses. Donc, voilà. Si on connaît la culture québécoise... Une petite question sur Jeannette. Ah, une petite question pour Jeannette. Parler pour... Non, mais dans le sens pour Carney. Ah, ouais. Pour que lui, il sache. On y avait mais justement, parler pour... Non, je sais pas. Parler. Parler pour parler. Parler. Ben oui, OK. Ah, ben oui, là, super. Bon, là, un petit son de quelqu'un qui n'a pas la bonne réponse, là. On est très nombreux au Québec à avoir, à un moment donné, eu la vie sauve grâce à notre ostéopathe. Hein. Il y a vraiment beaucoup de gens au Québec qui utilisent des traitements ostéopathiques, mais on a eu une super mauvaise nouvelle avec le tout nouveau budget, le budget 2025-2026, parce qu'on a appris que seulement les traitements offerts par des professionnels membres d'un ordre seraient admissibles au crédit d'impôt pour les frais médicaux. Or, il n'y a pas d'ordre des ostéopathes. Ça rend les ostéopathes absolument furieux. On va en parler avec Karine Devanteri, qui est présidente d'Ostéopathie Québec. Bonjour, Madame Devanteri. Il y a de l'écho quand je vous parle, non? Votre son à vous est plus fort. Il faut que vous baissiez votre son parce que là, on m'entend dans votre micro. Voilà, ça va bien aller. Comme ça? Oui, c'est beaucoup mieux parce que là, c'est vous qu'on veut entendre. On veut pas m'entendre deux fois. On a assez de m'entendre une fois. Criez-moi. Madame Devanteri, pourquoi vous êtes mécontente, vous et le groupe Ostéopathie Québec? Pourquoi vous êtes mécontente du budget? Ben écoutez, ça va affecter directement nos patients. Hein. Faut savoir que l'ostéopathie est proche d'un encadrement, ou en tout cas c'est ce qu'on nous dit. Ça fait 30 ans que les ostéopathes travaillent pour avoir un encadrement de la profession. En juin 2022, l'Office des professions du Québec a déterminé qu'il fallait un ordre des ostéopathes. Depuis presque 3 ans maintenant, le dossier stagne.
Et là, tout d'un coup, on nous impose ceci dans le budget. Et en plus, le ministre nous mentionne que pour le gouvernement, ça va avoir peu d'impact, mais pour nos clients, ça va avoir un impact majeur. Voilà. Alors, expliquez-nous concrètement, par exemple, moi, je vais faire un traitement d'ostéopathie parce que j'en ai besoin. Qu'est-ce que ça change pour moi à la fin de l'année que vous soyez pas constitué en ordre? Ça change quoi? En fait, nous, on a des gens qui viennent nous consulter, qui ont des assurances pour qui payent pour une portion là, des frais d'ostéopathie, mais on a aussi des gens qui ne sont pas assurés. D'accord. Et c'est particulièrement ces gens-là qui vont être touchés par la mesure du gouvernement. C'est-à-dire qu'à la Donc, fin de l'année, quand on fait notre rapport d'impôt, qu'on a des dépenses médicales qui ne sont pas couvertes par aucune assurance, on ramasse tout ça dans une petite enveloppe, on donne ça à notre comptable ou on le fait nous-mêmes, puis c'est considéré comme des frais médicaux admissibles à une exception fiscale. Ben là, on l'aura plus juste parce que vous n'êtes pas régi par un ordre. C'est quand même plate, là. Oui, c'est exactement ça. Ben, non seulement c'est plate, mais c'est presque insultant aussi, compte tenu du fait qu'on travaille activement, tant avec l'Office des professions qu'avec le gouvernement, pour avoir ce fameux ordre qu'on tarde à avoir. Et puis, c'est le gouvernement là, qui tarde à mettre en place ce projet-là. Alors, c'est d'autant plus frustrant, Madame de Vantéry, que moi, personnellement, mais bon, tout le monde s'en fout de moi, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de gens au Québec, je regardais vos chiffres, 30% de la population québécoise a déjà eu recours à des soins d'ostéopathie. C'est quand même 2 millions de traitements ostéopathiques offerts chaque année au Québec. Et même mon collègue Hugo Veilleux, qui est journaliste à La Recherche, il a fait une chute sur la glace pendant la période de l'hiver. Ça arrive à beaucoup de gens. Hugo, tu voulais nous raconter quelque chose? Bien Vas-y, sûr. Hugo. J'ai fait une chute sur la glace cet hiver, puis les médecins pouvaient rien faire, tout ça. C'est une ostéopathe qui m'a sauvé la vie parce que ma jambe était complètement barrée. Là. Sauver la vie, wow! Ouais. Sauver la vie. Non, Ouais. mais vraiment, non, mais je veux dire, c'est super important comme outil. Je l'ai utilisé plein de fois, moi aussi. Je suis allée Ouais. les voir parce que c'est vraiment une profession qui, parfois, ce sont les seuls à être capables de traiter ton problème. Ils ont une technique, une manière de faire que tu retrouves pas ailleurs, qu'un masso, qu'un chiro peut pas te donner. Donc, c'est vraiment, ça va être difficile, je pense, pour beaucoup de personnes de savoir ça. T'as tout à fait raison, puis je serais curieuse d'ailleurs, Cybèle, encourage les gens à nous écrire, si vous avez des témoignages aussi d'ostéopathie Oui. ou si vous êtes inquiet, parce que vous, Madame de Vantéry, il doit y avoir plein de gens qui vous écrivent ou qui vous appellent depuis cette annonce-là pour vous dire, mais qu'est-ce qui va m'arriver, moi, à la fin de l'année? Ouais, ben je vous dirais que les gens sont vraiment en colère, puis tu sais, ça touche la population de façon directe, mais c'est surtout aussi que l'ostéopathie, c'est une approche de première ligne. Ça veut dire qu'on va voir les gens sans que ceux-ci n'aient forcément vu un médecin ou un autre professionnel de la santé. Et on est en ce moment vraiment, même si on n'est pas encadré par un ordre professionnel, on vient soutenir le réseau de la santé qui est complètement débordé. Donc, on s'explique mal comment le ministre a pu mettre cette mesure-là dans son budget. Parce que, en fait, c'est comme si le gouvernement vous disait deux choses contradictoires. C'est comme si le gouvernement vous disait, ben nous, on réserve les avantages fiscaux à des gens qui sont sérieux, puis les seuls professionnels qui sont sérieux, c'est des gens qui sont mobs d'un ordre. Mais en même temps, le gouvernement dit, ben vous êtes pas assez sérieux, fait qu'on vous met pas dans le cadre d'un ordre. Ben, il se contredit, il parle des deux côtés de la bouche, là. Ouais, ça amène un drôle de signal à la population. Faut savoir que les ostéopathes, ce sont des professionnels qui sont formés. C'est quand même long, former un ostéopathe, c'est 4 à 5 ans, 4 à 6 ans d'études. C'est une profession qui est basée sur des sciences fondamentales comme l'anatomie, la physiologie, la biomécanique. Donc, ce n'est pas simplement une médecine douce telle qu'on le mentionne encore trop souvent dans les médias. C'est vraiment une profession à part entière, une profession de santé. On a vraiment hâte que le gouvernement puisse régler ce dossier-là et encadrer la profession. Il faut savoir que toutes les démarches ont été faites. L'Office des professions a fait un travail énorme. On a été collaborant avec eux. Il y a une multitude de comités qui se sont penchés sur la question. Les différents ordres professionnels se sont penchés sur la question également. Et l'ensemble des acteurs du système est d'accord
pour dire qu'on doit avoir un ordre professionnel des ostéopathes. Tout a été réglé dans l'avis qui a été d'ailleurs produit par l'Office des professions. Donc maintenant, c'est vraiment une gouvernementale qu'il faut pour régler ce dossier-là. Mais honnêtement, je vous pose la question, puis je la pose à voix haute. Je la comprends pas, celle-là. Si tout le monde est d'accord, puis que ça fait 3 ans qu'on vous le promet, entre guillemets, ça fait 3 ans que le cadre est là, puis il manque juste, une couple de signatures. Je comprends pas, surtout à la lumière des chiffres quand même que vous nous avez fournis. S'il y a 2 millions de traitements en ostéopathie, on comprend que c'est pas 2 millions de personnes, parce qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir plusieurs traitements par année, mais c'est quand même 30% des Québécois qui ont déjà fait une consultation en ostéopathie. Ça fait du monde qui, en tout cas, trouve assez de bénéfices à l'ostéopathie pour y retourner. Tout à fait. Puis d'ailleurs, un sondage léger nous a montré que 91% des gens qui consultent en ostéopathie estiment avoir une résolution de la problématique pour laquelle ils ont consulté. Donc, c'est vraiment une pratique qui est maintenant passée dans la pratique courante au niveau de la population. C'est sûr que le gouvernement nous met toujours des raisons un petit peu de l'avant. Il y a le chantier de modernisation du système professionnel là, qui a été entamé par la ministre Sonia Lebel, qui ralentit, je crois, un peu l'évolution du dossier. On nous parle aussi qu'on n'a pas encore de programme universitaire, mais on sait qu'il y a plusieurs universités qui travaillent en ce moment à développer des programmes qualifiants pour les futurs ostéopathes. Donc, on comprend pas. Puis là, ça fait des mois qu'on demande au gouvernement de nous donner un plan de match clair et concerté pour les prochaines étapes pour qu'on puisse finaliser le dossier. Donc, Ostéopathie Québec demeure pleinement collaboratif là pour ça. Puis là, avec cette nouvelle qui nous est tombée, on souhaite que l'ordre soit effectif d'ici la fin 2025 parce que c'est pas possible que la population ait à payer pour la lenteur gouvernementale. On pénalise parce qu'il y a plein de gens qui ne pourront pas donc faire les déductions fiscales. Ça me fait un peu sourire. Vous l'avez peut-être remarqué quand vous avez dit que, un des arguments, c'est de dire, c'est pas un cours universitaire. J'aimerais rappeler à tout le monde, on pourrait peut-être vérifier pour s'assurer que c'est encore vrai, mais aux dernières nouvelles, on peut aller à l'UQAM et étudier l'art des marionnettes. Tu sais, on peut apprendre à faire des marionnettes à l'UQAM. Mais donc, est-ce que quelqu'un qui a étudié en marionnetterie à l'UQAM a plus de crédibilité que quelqu'un qui a passé 5 ans à apprendre l'ostéopathie? Je fais juste poser la question. Je pose la question. Moi, je suis là pour aider. J'en profite pour mentionner d'ailleurs que l'UQAM a développé 2 micro-programmes de mise à niveau des compétences pour les ostéopathes en pratique. Donc, ils ont déjà entamé un premier pas dans la bonne direction pour satisfaire aux demandes là, du gouvernement. Donc, maintenant, je pense qu'il faut vraiment une volonté et il faut passer de la parole aux actes. Absolument. Vous vous appelez Karine Devantéry, vous êtes présidente d'Ostéopathie Québec et au nom de mon collègue Hugo Veilleux, dont un de vos collègues a sauvé la vie, rien de moins, je vous remercie et j'espère que le gouvernement va aller de l'avant pour la reconnaissance et surtout, je pense à tous les patients qui vont se retrouver avec une facture fiscale assez lourde parce que ce sera plus accepté. Mais on est d'accord que ça commence en 2026, mais quand même, c'est pas drôle. Merci beaucoup, Madame Devantéry. Merci beaucoup, Madame Durocher. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Vous savez, quand on dit qu'une publicité fait le buzz, vraiment, c'est tout le monde en parle. Oui, c'est un mot anglais, le buzz, mais honnêtement, je sais pas, est virale. Une publicité est virale. Ben, c'est le cas d'une publicité du tourisme d'une région au Québec, puis je vais pas encore vous dire laquelle, mais vous savez peut-être, vous avez sûrement entendu parler de cette pub-là. On va parler avec un des créateurs des campagnes publicitaires. Ben là, je viens de vendre le punch, en fait, des campagnes publicitaires pour Tourisme Côte-Nord depuis 5 ans. Il s'appelle François Poulain. Bonjour. Bonjour. Monsieur Poulain. Alors, sans plus attendre, on va écouter cette publicité
dont tout le monde, mais vraiment tout le monde parle de ça parce que tout le monde était merveilleux devant l'intelligence de cette publicité-là. Je veux juste prévenir les gens qui nous écoutent à la radio, il y a des sous-titres, alors je vous la fais jouer, mais on va vous expliquer après c'est quoi la blague. Donc, on écoute un petit extrait de cette publicité dont tout le monde parle. Och de sträcker sig så långt ögat kan se. Ett land där du kan köra i evigheter! Men Norge är också fullt av hyggliga folk. Norge! C'est que t'es sur la Côte-Nord ici, mon homme. Côte-Nord. Côte-Nord! Alors, c'est absolument extraordinaire. C'est une pub c'est absolument beau. extraordinaire. Donc, je vous le décris pour ceux qui nous écoutent à la radio. Bien sûr, c'est un monsieur norvégien qui se promène, mais avec des décors plus extraordinaires les uns que les autres et qui dit « Ah, c'est beau la Norvège, il y a des décors fabuleux. On peut faire des road trips extraordinaires. » Puis là, évidemment, on se rend compte qu'on est en Côte-Nord. C'est assez audacieux quand même comme publicité, monsieur Poulain. Ben oui. C'est baveux même, je dirais. Non, mais c'est le regard étranger. C'est un peu la prémisse sur laquelle on s'est appuyé là, pour créer cette publicité-là. Alors, parce que c'est sûr que la Norvège, il y a plein de points communs avec la Côte-Nord. Il y a des fjords, il y a un fleuve majestueux, il y a de la nature, il y a des orignaux. Ouais, ben au début c'était supposé d'être des chevreuils d'anticosti, mais c'est devenu des orignaux. Des orignaux. Donc, en fait, vous avez fait appel à un comédien norvégien. Là, c'est sûr que je vais mal prononcer son nom. Mats Eslund. Mats Eslund. Lui, c'est comme une grosse vedette, là. Ben, c'est un acteur qui est connu quand même, puis c'est un peu... il y avait un rôle de passe-montagne, si vous voulez, à l'époque en Norvège. OK, donc, il c'est fait un peu des émissions pour les du petits-enfants. contre-emploi dans ce cadre du genre de viking qui débarque où il pense qu'il est sur la Norvège. Alors voilà. Voilà. Alors, donc, une fois que vous avez cette idée-là, puis vous vous dites, bon, dans le fond, pourquoi aller voir ailleurs alors qu'on a tout ça ici? Là, il faut quand même le développer, le concept. Donc, il y a toute une conception à faire, là. Oui, effectivement, ça se fait en 2 étapes. Si vous voulez, il faut comprendre que la plupart des destinations utilisent un peu les mêmes codes pour se vendre. On utilise tous, que ce soit au Canada, au Québec, dans le monde entier, des images, on veut montrer le quoi faire, notre territoire, les activités, les attraits, nos baleines. Maintenant, tout le monde utilise ça, mais ce qui fait qu'il y en a certaines qui se démarquent un peu plus que d'autres, c'est l'histoire qu'on réussit à raconter autour, puis surtout quand on réussit à générer de l'émotion. Ouais. Donc, on s'est appuyé sur des insights qu'on utilise dans notre jargon, qui sont un peu des poignées ou des cordes sensibles que les Québécois ont pour composer la pub. Puis, au départ, ce qu'on s'est dit, c'est, bon, les Québécois, on aime ça quand on parle de nous à l'étranger. C'est quand les succès de Céline, le Cirque du Soleil, tout ça. Donc, on s'est dit, ben, si c'est un étranger qui parle de nous, ben, on aime ça, on va être fiers. Fait que ça, c'est une corde qui nous parle. Ensuite, ben, la Côte-Nord n'a rien à envier à aucun pays, aucune région. C'est grand comme l'Italie. Il y a et effectivement, on se dit, ben, ça ressemble beaucoup aux pays scandinaves. Puis la troisième insight, si vous voulez, c'est aussi que on n'est pas conscient de la richesse qu'on a. Tu sais, par exemple, avoir un lac à toi tout seul ou être tout seul sur une plage à des kilomètres, ils n'ont pas ça en Europe, là. Puis nous, les Québécois, on n'est pas conscient de cette chance puis de cette richesse-là qu'on a, puis se le faire dire par un étranger, ça fait une différence. Alors, oui, vas-y, j'allais dire même au niveau des images, parce que vous allez la voir, tu sais, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, tout ça, c'est magnifique. Ça fait quelques années, même depuis la pandémie, qu'on incite les gens à aller voyager sur la Côte-Nord, de découvrir notre Québec. Moi, je suis jamais allée encore, mais c'est magnifique, là. Tu vois les aurores boréales, tu vois les grandes forêts, puis vraiment, t'as l'impression de voyager, et c'est chez nous. Il y a tellement une variété de paysages, c'est extraordinaire, puis beaucoup de nature, de la liberté, le road trip qu'on a positionné là, au fil du temps, là, depuis la pandémie. Donc, c'est absolument une réussite. Alors, vous me disiez avant qu'on entre en onde, même en Norvège, cette publicité-là a des échos. Oui, ça a commencé. On a vu ce matin là, que ça commençait à rouler sur les réseaux sociaux. Mais écoutez, on est rendu à... aux dernières nouvelles, 350 000 vues, puis on n'a pas mis $1 publicitaire encore, là, donc c'est exceptionnel. Là. C'est rare qu'on voit ça. OK, donc moi, je suis en train de vous faire de la pub gratuite, finalement. Exactement.
Ouais. Exactement. Ah, ben, tiens, il va falloir que je parle à mes patrons. Ça fait partie de nos stratégies. Non, mais c'est formidable parce que quand une publicité marche, elle est tellement intelligente, elle est tellement fabuleuse que vous avez même pas besoin de payer pour la diffuser. Les gens, en fait, les internautes deviennent vos diffuseurs. Exactement. C'est là qu'on sait qu'une publicité marche bien. Oui, effectivement. Puis on l'a vu, là, ça a monté sur les réseaux sociaux assez rapidement. On savait qu'on tenait quelque chose là, quand on a fait le tournage. Donc, je me demandais, tu sais, l'acteur lui-même, est-ce que c'était sa première fois ici? Comment il a réagi? C'était quoi cette rencontre? Il est formidable. Non, ça a super bien été. Même des fois, tu sais, c'est un Norvégien. Là, un moment donné, un matin, là, on l'a retrouvé tout nu en train de se baigner dans la mer. T'es sérieux? Écoute, il est extraordinaire. C'était vraiment comme chez lui. Tout nu dans la mer, parce que quoi, il faisait? Il se sentait chez lui, puis là, il s'est vraiment mis tout nu. Vous n'avez pas mis ça dans la pub, c'est un peu dommage. Non. Mais c'est drôle, ça veut dire qu'il se retrouvait dans ces paysages-là, comme s'il était chez lui. Ben, exact. Puis à la base, quand on est parti avec l'idée de l'œil de l'étranger, moi, j'avais une idée en tête depuis 10 ans, étrangement, pour la CEPAC. Ouais. Puis c'était comme 2 Italiens sur le bord d'une plage bondée qui s'ostinent pour leurs vacances pour venir sur la Côte-Nord. Puis là, tout ça s'est transformé. J'ai travaillé avec Stéphane Raymond qui fait les capsules de Sylvain Despaux avec nous pour Patrick Morin. Lui, il a une bonne plume humoristique. Fait qu'il l'a transformé en 2 Italiens, un gars qui est un Norvégien qui s'est perdu sur la Côte-Nord. Puis après ça, Roch Pinard, Nicolas, Vincent ont travaillé à développer avec lui le scénario. Puis on a vendu ça au client. C'est un travail d'équipe. C'est ça, c'est vraiment un travail d'équipe. Puis ça prend un bon client aussi qui est capable de prendre des risques, mais ça faisait quand même, ça fait 5 ans là, qu'on score, comme on dit. Fait il nous fait confiance. Parce que aussi, avant, c'était Julie Bélanger, qui est originaire elle-même de la Côte-Nord. Qui a fait un travail extraordinaire. Alors ça, c'est fascinant parce que j'ai lu dans le grenier aux nouvelles, parce que l'achalandage a augmenté. Alors attendez, je veux juste... c'est important parce qu'on parle de publicité, mais il faut que ça serve à quelque chose. Et que depuis 2020, donc, vous avez remporté à 3 reprises le titre de meilleure campagne touristique de l'année au prix Excellence de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, mais aussi 4 années records d'achalandage touristique et de nuitée. Donc, quand vous investissez dans une pub, il y a des retombées. Eh bien, on salue d'ailleurs en ce moment tous les gens qui nous écoutent, qui sont sur la Côte-Nord. Qui ont fait... vous savez, le point de départ là, de ce succès-là, je peux même vous donner la date, c'est le 28 mai 2020. On était en pandémie à ce moment-là. Il faut se rappeler que la Côte-Nord... Merci de le rappeler. C'était la seule région qui était encore verte et la 138 était fermée. Et puis, à ce moment-là, si vous vous rappelez aussi, on entendait les maires... Pour ceux qui ne se souviennent pas, c'est qu'on avait le droit de circuler. Le jaune et le rouge. Les ondes, et le 28 mai, on ouvrait la 138. Et à ce moment-là, on entendait le maire de Gaspé ou de Bromont dire « On veut pas voir de touristes cette année. » Tout ça, c'est un marché important pour la Côte-Nord, le marché touristique, en économie. Ouais. Donc... on est aussi, à ce moment-là, on avait un budget qui est financé. Les associations touristiques reçoivent de l'argent de la taxe de séjour en hôtellerie, mais on est passé d'un budget média de 350 000 à 35 000 $. On a pris ce 35 000 $-là et on l'a investi dans la Côte-Nord pour faire en sorte que les Nord-Côtiers disent « Nous, on veut voir du monde. Nous, on est présents. » Puis ils ont fait 15 000 coups de cœur. Puis c'est ça qui a lancé le succès de la Côte-Nord grâce aux Nord-Côtiers, entre autres. Ah, ben c'est absolument extraordinaire. Puis tu disais, Cybèle, t'étais jamais allée jusqu'ici sur la Côte-Nord. Non, j'ai hâte d'y aller. Vraiment, moi, les aurores boréales, c'est mon rêve de voir. J'y suis allée 2 fois. J'ai fait 2 fois le tour du Québec. Et je dois avouer que dans l'ensemble du territoire québécois, l'endroit où on se sent le plus dépaysé, où on sent qu'on est chez nous, mais on a l'impression d'être ailleurs, dans le meilleur sens du terme, c'est vraiment la Côte-Nord. Et quand la pub se termine et que le monsieur, le Norvégien, il est au bar, puis il dit « Les gens sont accueillants ici », c'est tellement vrai. Oui, à Saint-Pancras. Les Québécois. Ah oui, oui. OK. Alors, c'est quelle brasserie? C'est la base Saint-Pancras. Saint-Pancras. OK, bon, salut les gens de la brasserie Saint-Pancras. Écoute, c'est vraiment formidable. Donc, une publicité, évidemment, c'est à ça que ça sert. Mais je trouve que des fois, dans ce cas-là, en tout cas, on dépasse simplement le fait d'un impact économique. Tu sais, ben oui, c'est sûr qu'il y a plus de gens qui vont voyager, qui vont aller là, il va y avoir des retombées et tout ça. Mais le sentiment de fierté, ça s'achète pas.
Non, puis les Nord-Côtiers, ils l'ont, puis ils savent recevoir aussi. Donc, je veux dire, tout est là. Puis après ça, on a construit avec Julie Bélanger sur le positionnement du road trip. Puis là, on invite tout le monde à aller visiter la Côte-Nord cette année. Bon, François Poulain, vous êtes un des créateurs de des campagnes publicitaires pour Tourisme Côte-Nord depuis 5 ans. Vraiment, félicitations. Je sais pas comment on dit merci, DAC ou quelque chose comme ça en norvégien. Danke ou non, ça c'est allemand. Non, DAC. Je pense que c'est DAC, quelque chose comme ça. En tout cas, Sybelle va nous trouver ça. Non? Oui. Ouais. Bon, c'est quoi que ça veut dire? Chin-chin santé. Côte-Nord, Hédo. Côte-Nord, Hédo. Ouais, alors ça donne tous le goût. C'est TAC. C'est TAC. T-A-K. Bon, j'étais pas pire. TAC. Ben, j'ai un ami qui est sorti quand même pendant 10 ans avec un Norvégien. Fais-toi confiance. Ben là, c'est drôle parce que tout ce que nous, on dit en ik, en norvégien, c'est isk. Alors, au lieu de dire fantastique, c'est fantastisk. Ah bon? Magique, c'est magisque. Bref, en tout cas, des connaissances totalement inutiles que je partage avec vous. Pas pour aujourd'hui. Ben voilà, c'est très utile. En tout cas, merci pour votre topo sur la Côte-Nord. Merci, ça fait plaisir. Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Le 4 avril, tous les gens de Longueuil et même de l'extérieur de Longueuil sont invités à une manifestation sur le boulevard Terrien devant le bureau de Lionel Carman. Pourquoi? Parce que le Calax de Longueuil est menacé de fermeture faute de financement. On va parler de tout ça avec Sylvie Langlais, elle est coordonnatrice du Calax Longueuil. Pardon, Madame Langlais, bonjour. Bonjour, Madame Durocher. Pourquoi vous riez? Ben, parce que vous semblez avoir une crème de tout comme moi. J'ai sorti ma voix radiophonique, fait que je m'excuse auprès de vos auditeurs. Ben, écoutez, ça doit être, je dois vous avoir transmis ma grippe par le biais des ondes radio. Mais écoutez, une des raisons pour laquelle je manque de voix, c'est que ça me scandalise. Faut rappeler à tout le monde que les Calax sont bien sûr des organismes communautaires pour les personnes victimes d'agressions sexuelles. Menacées de fermeture, faute de financement, c'est quoi exactement le problème, Madame Langlais? En fait, il faut comprendre, Madame Durocher, que le Calax a vu le jour en septembre 2022, en juin 2022. Et ça, c'est suite à un regroupement de plus de 125 femmes du comité d'action féministe de l'agglomération de Longueuil qui ont dit « ça nous prend un Calax à Longueuil. On est la 5e plus grande ville au Québec. C'est vrai. Et on n'a pas de service de proximité pour les femmes ayant vécu un traumatisme à caractère sexuel. C'est inacceptable. Donc, avec un support de la ville de Longueuil, on a pu mettre en place différents outils pour pouvoir offrir les services. Et au moment où je vous parle, pour pouvoir offrir nos services de base, c'est-à-dire la mission pour laquelle les membres nous ont dit ça prend un Calax, on a 85 355 $ par année. Pardon? Oui. Rappelez-moi le chiffre, là. 85 355 $. Mais c'est vraiment pas beaucoup. Non, et ça, c'est pour la mission de base. On s'entend qu'avec ça, il faut avoir des locaux sécuritaires et confidentiels pour les survivantes. Il faut avoir des endroits pour nos intervenantes. Il faut avoir des lignes téléphoniques. Vous comprenez un peu ce que c'est? Ben oui. Donc, avec 85 000 $, le conseil d'administration du Calax Longueuil doit jongler avec ça. Oui, c'est vrai, on a eu des projets. Je le cacherai pas, je suis là en toute transparence avec vous, mais ce sont des projets ponctuels. Au moment où on se parle, on a reçu l'année passée un projet ponctuel pour venir en soutien aux femmes immigrantes. Mais ce projet-là, lundi matin, il est fini. Et je ne sais pas s'il va être reconduit. Excusez-moi de poser la question vraiment très naïve et très spontanée. En quoi la problématique pour les femmes immigrantes est différente de, je veux dire, une femme qui est agressée sexuellement, l'important c'est que ce soit une femme agressée sexuellement. Pourquoi c'est différent pour les femmes immigrantes? Regardez, là, vous me posez une question politique. Je ne sais pas comment ça se gère au niveau politique, mais je vous dis, nous, ce qu'on a eu accès au Calax depuis 2022, c'est des projets ponctuels. On en a un présentement
pour aller sensibiliser nos adolescents et nos adolescentes dans les écoles. Mais c'est important, ça. C'est ultra super important. Je vais vous le dire. On a une intervenante à temps plein sur ce dossier-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand elle va dans les écoles parler de consentement, c'est qu'après, c'est des nouvelles demandes qui rentrent au bureau du CALAX Longueuil. Bien sûr. Et là, ce qu'il faut savoir, Mme Durocher, c'est que en juin, les écoles vont fermer. L'année passée, ce que ça a fait, on a eu des appels fous des travailleuses sociales, des psychologues, des éducatrices spécialisées, où ils nous disaient, ben là, il faut vous aider nos adolescents. Nous autres, on ferme pour la période estivale. Et puis, excusez-moi, mais la période estivale, j'imagine qu'il doit y avoir s'il y a un moment dans l'année où il y a des agressions sexuelles, peut-être qu'il y en a même plus l'été que pendant l'année scolaire, non? Regardez, c'est sûr que, comme moi je vous dis, en mai, les appels pour des demandes de suivi pour nos adolescents augmentent de manière exponentielle, puis au mois de septembre, on a aussi la même chose. D'accord. C'est ça que ça fait. C'est qu'on a des projets ponctuels qui ont des retombées, des impacts directs sur les services, et malheureusement, on peut pas. Au moment où je vous parle, on a une trentaine de survivantes qui sont en attente de recevoir nos services. Vous avez une liste d'attente. Vous avez, excusez-moi de vous interrompre, mais je veux juste que tous ceux qui nous écoutent comprennent bien. Vous dites qu'en ce moment, il y a 30 personnes qui ont survécu à une agression sexuelle, qui ont besoin de services, mais vous ne pouvez pas vous en occuper et ces personnes-là sont sur une liste d'attente. Voilà. C'est une trentaine de femmes de 14 ans et plus qui attendent nos services. Ce qui a fait que, imaginative comme on est, Mme Durocher, depuis le mois de janvier, on offre des ateliers pour aider les femmes qui sont sur la liste d'attente à commencer leur processus. C'est des ateliers ouverts. Donc, comme ça, elles ne se sentent pas laissées, elles ne se sentent pas mises de côté. Comprenez-vous? Tout à fait. Mais là, on a beau avoir de l'imagination, là, mais c'est parce que l'imagination, à quelque part, ça a une fin, là. Fait que là, on est rendu là. C'est pour ça que le 4 avril prochain, nos membres nous ont dit il faut aller voir M. Carman puis parler de notre réalité. Bon, le vendredi 4 avril à 11h. En général, les manifestations devant les bureaux de ministres, je suis toujours un petit peu hésitante face à ça, dans le sens que, je pense qu'il y a peut-être d'autres façons de se mobiliser, mais combien d'argent vous auriez besoin que Lionel Carman vous donne pour arriver à être viable, puis arriver à, justement, donner tous les services que vous avez besoin de donner? Okay. Il y a déjà eu des ententes de fait avec les groupes communautaires au niveau provincial où on parlait de seuil plancher. Ouais. Un organisme communautaire devrait avoir un seuil plancher d'environ 400 000 par année. On est loin du compte, vous en avez 85 000. On est très loin. Voilà. Madame Langlais, plusieurs questions très importantes. Moi, la raison pour laquelle j'ai entendu parler de la situation dans laquelle vous vous trouviez, c'est une personne que je n'identifierais pas, une survivante d'agression sexuelle que j'avais interviewée pour le Journal de Montréal il y a plusieurs années de ça, qui m'a écrit en me disant « Sophie, il faut absolument que tu alertes la population à cette situation-là. » Et cette personne qui m'a contactée m'a dit « j'espère que le 4 avril, Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, va être là parce que c'est son territoire et on sait Catherine Fournier, elle a elle-même subi une agression sexuelle. Il y a eu un procès retentissant, etc. de M. Lebel. Donc, est-ce que vous l'avez contactée, Catherine Fournier? Est-ce qu'on sait si elle vous appuie dans votre démarche et est-ce qu'on sait si elle va être là le 4 avril ou pas? Écoutez, c'est beaucoup de questions. Je vais essayer de ramasser tout ça. Il faut comprendre que la situation de Mme Fournier, c'était une situation personnelle. Oui. Elle est rendue maintenant mairesse de la ville de Longueuil et le financement du CALAX, ça n'appartient pas à la ville de Longueuil. Je comprends, mais c'est sur son territoire, c'est ça que je voulais dire. Oui, c'est sur son territoire. J'ai une des membres de mon conseil d'administration qui a reçu une information où Mme Fournier se questionnait, à savoir est-ce qu'elle sera là le 4, je ne sais pas, mais
pour avoir croisé Mme Fournier à plusieurs reprises, je sais qu'elle nous appuie de cœur et de tête à 100 000 à l'heure. Mais je ne peux pas m'avancer. Ça sera son choix à elle. Bien sûr. Mais elle est venue même elle est déjà venue visiter le Calax. Ah oui? Oui. Elle a rencontré les survivantes pour venir expliquer sa situation. Suite au documentaire qu'elle a créé, nous, on l'a organisé un visionnement au Cégep Édouard Montpetit, et là, ma mémoire me flanche peut-être un peu, mais je crois que c'était l'année dernière où Mme Fournier est venue par la suite pour répondre aux questions du public qui était là. Fait que c'est pour ça que je crois à l'appui indéfectible de Mme Fournier, là, mais je peux pas rien... Non, mais bien sûr, mais c'était pas du tout une question piège, c'était juste que, évidemment, on se pose la question, puis je sais que c'est pas en tant que mairesse qu'elle a été, bien sûr, victime, mais elle est aussi, d'une certaine façon, avec ce documentaire-là aussi, une figure de proue de la lutte contre les agressions sexuelles. Donc, c'est sûr que c'est important. Pour quelqu'un qui a aucune idée de ce que ça fait, un Calax, c'est quoi votre rôle exactement? OK. Nous, le Calax Longueuil, on est là pour les femmes de 14 ans et plus ayant vécu une agression à caractère sexuel. On offre des services de suivi où on pratique une intervention féministe et axée sur le par et pour. Donc, après ça, les femmes sont amenées, si elles le désirent, à participer à des groupes de soutien. On croit beaucoup au partage entre survivantes. Donc, elles ont des groupes de soutien, mais comme je disais au début de l'entrevue, on offre aussi de la sensibilisation dans les écoles. On offre des ateliers pour les proches qui côtoient une victime d'agression à caractère sexuel. On offre, comme je disais, aussi des ateliers pour les survivantes. On va sensibiliser dans différents milieux parce qu'il y a des gens qui nous appellent, puis c'est comme, Sylvie, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse ou qu'est-ce qu'il faut que je dise pour ne pas revictimiser une victime. Quand elle me dévoile un acte de caractère sexuel. Donc, on offre des ateliers sur le dévoilement et des ateliers sur le consentement, parce que le consentement, c'est pas clair pour tout le monde. Mais non. Elle m'a dit oui au début, elle me dit non après, elle arrête, etc. Je comprends. On va se quitter là-dessus. Je rappelle à tout le monde, si ça vous intéresse de participer à cette mobilisation, ce sera vendredi prochain, donc le 4 avril à 11h. Mais entre-temps, vous pouvez bien sûr appuyer le Calax de Longueuil. Sylvie Langlais, vous êtes coordonnatrice de ce fameux Calax de Longueuil menacé de fermeture. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci à vous, Mme Durocher, pour l'invitation. Plaisir. Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Montréal pue, et ça pue partout, là, dans tous les quartiers. J'entends déjà les gens rire dans leur voiture. Tout le reste n'est que fumisterie. Donc, on veut un monde qui sent l'eau de Javel. Un monde blanc, sans défaut. Rémi Villemur. Bon, on est encore en train de parler de mon fameux quiz que j'ai fait passer à Benoît Dutrisac, puis je l'ai fait passer à... Stinguette, là, dans le coin. Cybèle Olivier. Puis en fait, je te l'ai fait passer pendant la pause, mais j'aurais pas dû. J'ai passé. Oui, t'as eu à 99%. Donc je vais le mettre sur mes médias sociaux, ce test-là. C'est un peu calqué sur le quiz que Marc Carney a fait passer à Mike Myers dans la fameuse publicité pour tester si vous êtes des vrais Québécois. Alors j'en ai juste une dernière parce que ça donnait genre les cowboys. Fringant. Et j'en avais une bonne aussi, c'était À toi pour toujours. Ma Marilou. Ta Marilou. Ta Marilou. Ben, tu m'as en plus me donné la réponse durant la pause. La grosse femme d'à côté. Est enceinte. Bon, parfait. Alors voilà, c'est de la culture populaire et ça suffit. Ça suffit. Mais j'espère vraiment que Mark Carney va venir à CUM puis que quelqu'un va lui faire passer ce test-là. Tu as la foi. Parce que il nous prouve qu'il est un vrai Canadien, mais qu'est-ce qu'il connaît du Québec? J'aurais pu dire aussi. Mais on ferait pas de blague là-dessus, mais tu sais, Polytechnique, qui connaissent pas ça, ça prouve quand même quelque chose qui va pas. Rémi, tu veux attirer notre attention sur une entrevue qui a été publiée sur le site ultra woke et ultra branché, ultra jeune, hip-hop, Urbania. Écoute, on est quoi là aujourd'hui? On est bientôt en avril. C'est pas mal le meilleur texte que j'ai lu cette année. Ça aurait pu être publié un 1er avril.
Ben, pour vrai, il aurait peut-être fallu attendre un petit peu, effectivement, parce que ça aurait valu la peine. Je donne juste le titre. Donc, c'est dans Urbania, ça s'appelle Clémence, agnostique, fait le ramadan pour ses futurs élèves musulmans. Donc, déjà, juste le titre est hilarant parce qu'une agnostique, je le rappelle, contrairement aux athées qui disent Dieu n'existe pas, les agnostiques disent nous, on ne tranche pas. Sauf que si elle fait le ramadan, elle tranche. Parce qu'elle dit que les religions existent et qu'il y a des dieux et tout ça. Donc, c'est un peu bizarre. Et c'est surtout que c'est quelqu'un qui étudie pour devenir enseignant. Et donc, c'est même pas quelqu'un qui fait le ramadan, genre, pour ses étudiants actuels. C'est quelqu'un qui fait le ramadan dans l'éventualité où un jour, il y a des élèves qui le fassent. Non, en fait, elle a une classe. Elle s'occupe d'une classe. Ah oui, OK, mais j'avais pas compris. Non, mais en fait, elle est dans une classe, elle a 21 ans, et elle a une autre prof avec elle qui l'accompagne et qui l'épaule. Et tu vas voir que ça aussi, c'est drôle parce que... Et là, juste le sous-titre du texte aussi, on va faire les choses dans l'ordre, là. Pour la future enseignante, jeûner était une nécessité pédagogique. Donc, jeûner, on parle donc de la pratique qui consiste à ne pas manger, ne pas boire d'eau pendant le ramadan, et était une nécessité pédagogique. Il y a déjà juste l'idée même de la laïcité comme contestée ici, là, dans les écoles. Oui. Parce que d'une certaine façon, quand on dit la laïcité dans les écoles, c'est il n'y a pas de religion. Sauf que si on instaure une pratique religieuse, et pas n'importe laquelle, c'est le ramadan, donc c'est une religion en particulier, eh bien là, c'est comme si on disait, finalement, la laïcité, non, il n'y en a pas de laïcité. Mais je vais raconter donc l'histoire dans l'ordre. Mais je veux juste dire, quand on parle de laïcité, c'est qu'on considère qu'un enfant qui rentre dans une école, les professeurs et tout le personnel enseignant, on se fout complètement de leur religion, mais on se fout aussi de la religion des enfants. Or, elle, dans le texte, elle dit, le jour où quand j'ai des enfants musulmans, mais selon le principe de la laïcité, les enfants ne sont pas musulmans, ils sont juste des enfants qui vont à l'école, point à la ligne. Puis s'il n'y a pas de religion dans les écoles, ça veut dire qu'il n'y a même pas l'idée de déplacer une date d'examen parce que c'est la fin du ramadan. Pourtant, elle considère ça. La professeure qui est sa supérieure, celle qui l'épaule dans tout le processus, elle, à un moment donné, elle dit, je vais mettre un espèce de petite montagne de bonbons sur le bureau. Comme ça, les élèves, quand ils ont terminé, ils vont pouvoir venir les chercher. Et là, elle, qui a du haut de ses 21 ans et de sa formation qui n'est même pas aboutie en enseignement, elle va voir la professeure qui, elle, est une professeure et qui a un statut permanent et elle lui dit, je pense que dans le contexte actuel, avec les élèves qui pratiquent le ramadan, on devrait cacher les bonbons et les mettre dans des petits sacs et les refiler aux élèves qui ne pratiquent pas le ramadan en dessous du bureau. Pendant l'heure de lunch, elle rentre chez elle, elle va chercher des sacs Ziploc. Elle rentre à l'école, elle prend des Ziplocs, elle fait 7, parce qu'il y a 7 élèves qui pratiquent qui font le ramadan. Elle fait 7 petits sacs, elle met des bonbons dedans pour que les élèves puissent ramener les bonbons, rapporter les bonbons à la maison. Et quand ils vont avoir le droit de manger, quand leurs parents rigoureusement religieux vont leur donner l'autorisation de manger, ils pourront manger des bonbons. Je veux dire, c'est une histoire absolument incroyable. Je rappelle quand même que le mot islam veut dire soumission. OK, c'est pas une décision personnelle, c'est ça que ça veut dire. Islam veut dire soumission. Et si vous lisez ce texte, il faut le faire. Trouvez 10 minutes cette fin de semaine, tout le monde, c'est sur le site d'Urbania. Vous allez voir c'est quoi la soumission. Parce que cette jeune fille-là, qui se dit agnostique et qui se dit sensible, elle annonce ça à sa famille pendant une fin de semaine, qu'elle pratique le ramadan. Tout le monde la regarde un petit peu ébahie en disant, ben voyons donc, t'es pas musulmane? Mais je sais que je ne suis pas musulmane, mais c'est parce que c'est une nécessité pédagogique. J'ai 8 élèves ou 7 dans ma classe qui pratiquent le ramadan, donc j'ai pas le choix. Bien sûr que tu as le choix. Tu as aussi le choix de ne pas te soumettre. Mais elle va choisir la soumission, si bien qu'à la fin du texte, celle qu'on présente dans le titre comme une agnostique ne l'est plus. Parce qu'elle dit à ses élèves, je respecte votre Dieu, ton Dieu. Une agnostique ne reconnaît pas Dieu. Une agnostique ne tranche pas. Donc, elle est passée, sans le savoir, du côté religieux de la force. Elle est devenue musulmane. Mais c'est réussi. Bravo! Oui, 10 sur 10. Sachant que c'est vrai que c'est une enseignante qui va avoir des enfants qui vont probablement continuer de faire le ramadan. Dans le texte, elle dit « J'ai envie de comprendre ce que ressentent les élèves musulmans ». Peut-être que c'est aussi correct qu'elle veut comprendre comment ces élèves vont avoir certaines difficultés à se concentrer ensuite puis comprendre un peu c'est quoi... comment ils peuvent vivre ça pendant le ramadan, parce que ça arrêtera pas, même si c'est laïque. Cybèle, OK, je vais te répondre à la place de Rémi, puis Rémi, tu feras ta réponse. C'est que, mettons, t'as un élève qui est, je sais pas, là, qui a toutes sortes t'as un élève qui est dyslexique, tu vas te mettre à parler, à faire de la dyslexie pour voir comment lui se sent. Je veux dire, je trouve que c'est différent.
Ben, c'est un élève qui joue tous les soirs au football. Est-ce que tu vas te mettre à jouer au football pour te rapprocher de lui? Pourquoi c'est spécifiquement, comme par hasard, cette religion-là? Puis aussi, je m'excuse, mais enfin, vas-y, réponds. Non, mais moi, je comprends. chose. C'est sûr que l'argument que tu viens de donner, Cybèle, c'est exactement le sien. C'est son argument. C'est ce qu'elle dit, elle aussi. Elle dit, moi, je veux me mettre à leur place, je veux les comprendre, je veux être sensible. Qu'elle fasse le carême aussi, dans ce cas-là. Mais c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, ça s'arrête où exactement? Et ça fait l'affaire de qui? Ça fait pas l'affaire de tous les étudiants. Ça fait peut-être même pas l'affaire de ces jeunes-là qui n'ont peut-être même pas consenti à faire le ramadan. Ce sont des élèves du primaire, là. Primaire, pas 12, 13, 14, 15, 16 ans. Et déjà ça, ce serait scandaleux en soi. Ils ont 9 ans. Ils ont 8 ans. Ils ont 7 ans. Ils sont piégés là-dedans. Ils n'ont rien demandé. Mais de l'autre côté, elle va peut-être pas être assez concentrée pour faire son travail. Ben voilà, mais c'est qu'elle le raconte dans le texte. Donc, le ramadan, juste pour rappeler, le jeûne, c'est du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Donc, tu manges rien. Et là, elle dit qu'elle n'est pas concentrée, puis elle doit faire un travail à l'université avec ses collègues, et ses collègues l'engueulent en disant « Coudon, t'es pas concentrée, ça n'a pas d'allure, puis tout ça. » Puis elle est fâchée parce qu'elle dit « Ben là, respectez ce que je suis en train de faire. » Non, on a besoin de toi, t'étudies. Donc, alors oui, elle se met à la place de ces étudiants qui, donc, font le jeûne. Mais est-ce que ça devrait pas être un message pour les parents? Hey, vos enfants, là, quand ils vont à l'école, le ventre vide, ils sont pas capables de se concentrer. Ben ça, c'est vrai. Donc, quelle est votre priorité? Ben alors, c'est quoi? Merci, Rémi. C'est quoi votre priorité? Et moi, tu sais, au Québec, on a le club des petits déjeuners parce qu'on dit c'est mauvais pour que les enfants aient l'école sans avoir mangé. Ah, ben si c'est la religion, c'est correct. Merci beaucoup, Rémi. Moi, je trouve ça hallucinant, cette histoire-là. Merci d'avoir bien répondu au quiz. Merci, Cybèle Olivier. Merci, Hugo Veilleux. Merci d'avoir partagé ton histoire tout à l'heure. Merci, Jean-Philippe Leroux. Merci, Jeff Bérard, qui est en régie, un excellent directeur technique. Merci à vous tous d'être là. À lundi. Kid.